Bonjour et bienvenue à tous sur Agora Business. Au sommaire de cette édition, un retour en images et en reportage du Salon Industrie 2016. L'inauguration d'un tunnelier géant, une soirée passée avec le navigateur Marc Guillemot, le forum des élèves et enfin Jacques Paccard, président de la Société des ingénieurs arts et métiers, qui sera notre invité du mois. Il revient longuement sur les relations entre la société et l'école. Nous terminerons ce journal par une petite escapade à Lyoncourt, où la Fondation Arts et Métiers a ouvert un Fab Lab. N'hésitez pas à cliquer sur la colonne de droite pour regarder l'intégralité des reportages et des interviews. C'était l'événement incontestable de ce mois d'avril. Industriels, grands patrons, acheteurs, consultants, étudiants, lycéens et journalistes, plus de 25 000 personnes ont foulé les allées d'Industrie 2016 à Villepinte. Cette année, 400 machines en fonctionnement ont contribué à l'animation de ce salon, considéré comme la plus grande usine de France. Notons que Romain Grosjean, pilote de Formule 1, était venu parler de son métier et des technologies employées par les Curias. Nos équipes sont parties à la rencontre de nombreux ingénieurs et métiers exposants. Je vous propose de découvrir l'un des derniers fabricants de machines-outils interrogé par Jamel Kames. Quelle est la stratégie que vous adoptez pour exister donc, dans un monde de géants et qu'est-ce que vous appelez les solutions dédiées? Alors deux choses, nous développons des applications particulières sur nos machines catalogues dans le domaine du tournage, avec des solutions d'interface homme-machine dédiées par apprentissage et d'autre part une machine multifonction comme celle que nous avons devant nous qui peuvent réaliser tout un tas d'usinages en une seule prise. Ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est décliner des solutions d'usinage qui répondent aux besoins du client. Et tous ces développements sont réalisés chez nous à Sommab à Moulins, aussi bien au niveau conception dans la R&D que réalisation. Alors, les solutions dédiées, c'est un besoin du client. Le client a besoin de développer un usinage pour répondre à ses propres clients, plus performant, de la précision, plus de rapidité d'exécution ou plus d'usinage en une seule fois. Donc il nous pose la question chez nous, est-ce que vous savez réaliser cette pièce pour nous, vous savez concevoir une machine qui répond à ce besoin. Au hasard de nos découvertes, Christophe Thirabi, ingénieur arts et métiers, exposait son robot poisson. Il nous parle de la fabrication de ce robot d'agrément. Aujourd'hui, vous êtes plus qu'un inventeur, puisque vos poissons, les RoboSwim, se retrouvent un petit peu dans tous les plus gros aquariums du monde. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai que le succès commence petit à petit. Donc, en ce moment, on a une grosse manip en Chine. Alors, je dirais pas que les poissons sont en train de nager en ce moment, puisque justement, ils sont en train de dormir, ils sont en train de se charger. Mais ils nagent tous les jours donc en Chine, dans un musée à côté de Shanghai. Alors, comment vous est venue cette idée de faire des poissons robots? Alors, l'idée au départ, personnellement, j'avais envie de faire mon robot à moi, quoi. J'avais faire mon robot. Donc, au début, c'était un loisir. Et donc, il y avait déjà des robots chiens, des robots humanoïdes. Mais les robots poissons, c'était vraiment quelque chose plutôt dans les laboratoires de recherche. Il n'y avait pas vraiment dans la vie courante. Donc, j'ai eu envie de les sortir du laboratoire pour les mettre dans la vie courante, donc pour les proposer au plus grand nombre. Alors la robotique, il faut être au top au niveau mécanique, au top au niveau électronique, au top au niveau du logiciel embarqué, au top au niveau du logiciel PC qui va permettre de communiquer avec les robots. Donc c'est vrai que tout ça, c'est quelque chose qui est long et assez délicat. Et donc ça représente pour ce robot à peu près 7 ans de développement d'ingénierie. Et avec en plus une fabrication de l'ensemble des pièces françaises. Oui, c'est vrai que ici on a la version 5 qui est la première version industrialisée, donc la première version, fabriquée de façon industrielle avec des composants faits en série. Et c'est vrai qu'on peut dénombrer une dizaine de sous-traitants français ou européens donc sur ce robot. Donc il y a des parties découpées au laser, découpées au jet d'eau, la peinture époxy, du travail de ressortier, du travail de bobiniste, du travail de plasturgiste, du travail d'électronique, circuit imprimé, beaucoup de choses faites en France. Du poisson, nous passons à Hervé Himmer. Cet ingénieur arts et métiers a inventé et conçu un automate permettant d'alimenter les centres d'usinage verticaux. Propos recueillis par Jamel Kames. Votre présence s'explique par une innovation que votre entreprise a réalisée. Donc c'est un chargeur automatique de machines-outils, le PALFlex. Pouvez-vous nous le présenter, s'il vous plaît? Oui, alors le PALFlex, c'est une idée qui est à l'origine, qui a une dizaine d'années, parce qu'on s'est rendu compte que pour certains clients, on avait besoin d'automatiser.
puisque même si notre métier, ça reste de la petite série, nous avions des opportunités sur des marchés de, on va dire, de moyenne et grande série. Et donc, l'idée a germé à cette époque. Et aujourd'hui, nous avons 2 équipements qui tournent maintenant depuis plus de 7 ans pour nos propres besoins. Et l'innovation aujourd'hui porte un peu sur l'adaptation du produit aux nouvelles contraintes. Et donc, nous avons conçu, on va dire, la version 3 que nous présentons au Salon Industrie aujourd'hui. Et elle est adaptable à toutes les machines-outils? Alors, la volonté de notre produit, c'est justement de s'adapter à toutes les machines, de ne pas être spécifique à une marque. Alors, quand je dis toutes les machines, je précise, ce sont les machines à commande numérique de type centre d'usinage et on va parler de machines verticales, à axe vertical. Et quelles sont leurs performances? Alors l'intérêt de ce principe, bien entendu, c'est de pouvoir travailler en temps masqué. L'objectif, c'est pouvoir bénéficier du travail la nuit, pouvoir bénéficier du travail le week-end sans forcément avoir de la main-d'œuvre supplémentaire. Donc ce type d'équipement pour un budget qui reste inférieur à 100 000 € vous permet de le rentabiliser dès la première année si vous pouvez tourner en temps masqué. C'est le spécialiste de la photo ultra rapide et industrielle. Jacques Envaux, ingénieur arts et métiers, nous parle de son métier de photographe, quelque peu particulier, sur des images de Mathieu Maleskevitch. Bonjour, alors Jacques Envaux, j'ai ingénieur arts et métiers Chalon 96. J'ai fait 10 ans d'industrie automobile dans un premier temps et ensuite je me suis spécialisé dans l'expertise de l'image pour révéler ce qui est invisible à l'œil nu. Et donc dans un premier temps, j'ai travaillé avec de la photographie à haute vitesse avec un flash qui dure seulement 3 microsecondes. Donc on peut voir par exemple le mur sonore qui est ici derrière la balle supersonique. Et ce type de photo ultra technique m'a amené à être exposé dans des milieux comme le Palais de la Découverte. Et j'ai eu des contrats suite à ça avec le CNRS, avec des directions de recherche de grands groupes. Et donc au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'il y avait un marché également pour l'industrie, pour faire de l'expertise des moyens de production quand ça ne marche pas comme il faut. Donc on peut utiliser ces techniques-là pour percevoir les dysfonctionnements d'une machine-outil, parce qu'on peut par exemple regarder les copeaux éjectés par une fraiseuse. Ou alors j'ai mis au point un procédé qui s'appelle la synthèse différentielle, où je soustrais 2 images l'une à l'autre. Et à ce moment-là, on peut voir par exemple comment un ouvrage d'art s'enfonce. Ici, on voit que le pont, au passage du train, s'est enfoncé de 3 cm. Et donc, on peut facilement comprendre que devant des installations industrielles telles que des presses, des machines-outils, on peut expertiser d'où viennent les vibrations, d'où vient le dysfonctionnement. Après, je me suis aussi aperçu que l'usage de caméras rapides était parfois plus intéressant. Là, j'ai une caméra rapide à 2500 images par seconde qui va pouvoir filmer la chute d'une goutte d'eau dans cette flaque. Et la caméra va suivre à l'accélération de la pesanteur pour l'avoir stable dans l'image. On la voit chuter. Les choses de la physique étant ce qu'elles sont, on va avoir le droit à cette collision. Donc là, bien sûr, c'est un cas d'école. C'est juste pour montrer que je peux utiliser les moyens adéquats pour faire l'expertise d'un phénomène qui est invisible à l'œil nu. Parmi les animations qui ont retenu l'attention des visiteurs, il y en avait une autre, une écurie de course, cette fois-ci en mer, avec BG Rice et le chantier Archambault. Arthur Hubert et Valentin Lemarchand, les 2 plus jeunes coureurs de la Jacques Vaor de cette année, et membres de BG Rice, répondaient aux questions des visiteurs sur la fabrication d'un bateau. Tout comme d'ailleurs le Fab Lab éphémère d'Usigno, animé par son patron Benjamin Carlu, ingénieur arts et métiers. Enfin, c'était aussi la première du Club des 100, animé conjointement par JL Evans, l'organisateur, et la Société des ingénieurs arts et métiers. L'objectif de ce club est de faire rencontrer des grands capitaines d'industrie et des fournisseurs. Le club était aussi l'invité d'honneur du grand dîner et spectacle et de la remise des trophées de l'innovation. Écoutons les explications de Jacques Paccard, président de la Société des ingénieurs arts et métiers, sur ce club des 100.
Alors le Club des 100, c'est une idée que nous avions eue ensemble, de réunir autour de nous et autour de vous ce soir des chefs d'entreprise qui sont représentatifs de tous les domaines d'activité, parce que nous sommes dans le spatial, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans les services, dans la chimie, le pétrole, enfin vraiment tous les domaines. Ce Club des 100 est représentatif de responsables d'industrie et de chefs d'entreprise qui sont actifs dans ce domaine. Alors aujourd'hui, les combats, c'est quoi? C'est l'industrie du futur, hein, je crois que ça a été dit, c'est le développement durable. Et vous m'avez sollicité pour remettre le prix de l'éco-efficacité. Ben, je pense que ça rentre tout à fait dans nos cordes. Donc je suis ravi de le remettre ce soir. Et parce que les Gazards sont proches de l'industrie, des élèves de la Chalon 214 ont fait le déplacement et n'ont pas hésité à visiter les différents stands de machines-outils et autres robots. Industrie 2016 a remis les traitements des matériaux au cœur du salon et a installé une chaîne de peinture en fonctionnement sur laquelle étaient peints des objets remis aux visiteurs. C'est une véritable prouesse technique rendue possible grâce à la coopération de 17 sociétés qui ont mis leurs équipements et leur savoir-faire en commun. Découverte de peinture en live sur des images de Mathieu Maleskevich. Bonjour, donc, je suis Olivier Laurent de la société ADI. On a participé sous l'égide de l'UTS et de Gel Events, l'organisateur du Salon Industrie Paris 2016. Nous avons réalisé avec un consortium de 18 entreprises toute une installation de peinture sur le salon qui fonctionne en automatique. Nous avons différents équipements qui nous permettent de traiter des pièces. On peut voir sur le côté des petites tours Eiffel qui vont servir, une fois détachées, à faire des supports de carte bleue. Donc l'idée, c'est de nettoyer, dégraisser ces pièces en première opération, de les peindre, soit en peinture poudre, soit en peinture liquide. Nom de baptême, Federica. Ce tunnelier de la société NFM Technologies a été présenté dernièrement au Creusot, en Saône-et-Loire. Federica doit, à partir du mois de juillet, excaver une galerie de 9 km de long, élément du futur tunnel de base de la nouvelle liaison ferroviaire transfrontalière Lyon-Turin. Cet engin, bourré d'innovation, mesure près de 135 mètres de long et pèse environ 2400 tonnes. Explication avec Jamel Kames. Est-ce que vous pouvez nous parler du financement de ce tunnelier? Je crois l'un des plus grands que vous ayez jamais fabriqué, sinon le plus grand. C'est une machine de 12 mètres. Alors nous avons fabriqué une machine de 15 mètres pour un projet autoroutier en Sicile. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est une des machines les plus lourdes que nous ayons fabriquées. C'est une machine pour roche dure. Notre client est un groupement, est un consortium qui est constitué d'Eiffage, SPI Batignolles, CMC, Gela et Cochis. Donc le coût d'acquisition de ce tunnelier est une valeur à peu près entre 15 et 20 millions d'euros. Nous allons ensuite accompagner nos clients sur la première phase de creusement, ce qui va nous permettre également de faire les réglages de la machine et d'atteindre les performances qui sont demandées par nos clients. Le célèbre navigateur français Marc Guimot, qui a remporté quasiment toutes les courses, était à Iéna, invité par les élèves ingénieurs de Voilza. Témoignages, confidences et débats techniques auront été les sujets de cette soirée, sur des images de Romain Serre. C'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas se faire dépasser par les envies des ingénieurs qui viennent à bord. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en voir pas mal ces 10 dernières années. Et c'est vrai qu'ils veulent... c'est un côté génial, c'est qu'ils sont prêts à tout et à révolutionner les choses et faire en sorte qu'on arrive à des nouvelles technos, etc., etc. Mais en même temps, nous, on sait comment ça se passe sur le terrain. L'eau, elle n'est pas toujours plate. Le vent, quelquefois, il va un peu plus haut que 10 nœuds de vent. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est justement l'évolution. Enfin, moi, ce que j'ai appris, en tout cas, c'est les discours. C'est vraiment ce que tu disais, Pierre. C'est apprendre à se faire respecter par rapport à ses connaissances. On n'est pas ingénieur, mais par contre, on sait comment c'est sur le terrain. Et justement, à réussir à faire que le dialogue, il aboutisse à quelque chose, à une solution qui soit validée par le marin, même si elle est calculée par l'ingénieur.
La 36e édition du Forum des élèves s'est tenue au Parc Floral de Vincennes. Ce sont plus de 3000 étudiants qui sont allés à la rencontre des sociétés. Agora Business avait pour l'occasion déplacé son plateau TV. Nous avons interviewé de nombreux employeurs qui recherchent des profils d'excellence. Écoutons-les. Sébastien Hubert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef d'équipe Facility Management chez Lidl. C'est quoi au juste ce métier? Alors, le Facility Management, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui en fait commence à être de plus en plus à la mode. Globalement, c'est la gestion de tout ce qui est bâtiment en exploitation. Donc, alors chez Lidl, ça va être les magasins et les entrepôts. Donc, globalement, l'enjeu, c'est de se dire, on a des magasins qui nous coûtent cher en entretien, qui sont Lidl est monté en gamme. Donc, maintenant, on a des magasins haut de gamme et on cherche à être toujours plus performant au niveau énergétique, au niveau des prestations de services, au niveau de l'entretien. C'est aussi l'image de Lidl auprès des clients. Ça passe à travers la qualité de l'entretien de nos magasins. Donc voilà, le Facility Management, c'est tout ça. C'est comment mieux gérer pour moins cher, en donnant toujours une meilleure image, en consommant toujours moins d'énergie, en cherchant toujours à optimiser tout ce qui est gestion du parc. Alors, une journée de Sébastien Hubert chez Lidl, ça commence par quoi? Ça se finit par comment? Alors globalement, ça commence par du terrain, je dirais, la journée globale, je vais voir avec un peu de retour, ça commence par du terrain, voir comment ça se passe aujourd'hui, donc identifier les potentiels d'amélioration. Ensuite, ça commence par proposer des solutions, alors qui peuvent venir du terrain ou les idées qu'on peut avoir, monter des projets et faire des phases tests. Ensuite, proposer ces idées à la gérance de Lidl et ensuite pour les déployer partout, donc le suivi de projet avec une équipe d'ingénieurs. Et donc, aujourd'hui, on s'est par exemple lancé dans la certification ISO 50001, donc management de l'énergie, pour l'ensemble de nos magasins. Donc Lidl France a certifié 100% de ses sites. On veut certifier l'année prochaine aussi tous nos entrepôts, donc on aura vraiment tout notre parc de certifiés. On construit un magasin maintenant qui va être certifié BREEAM au niveau Very Good. Donc voilà, par exemple, dans l'énergie, on fait énormément d'efforts, énormément de nouveautés. On va installer des panneaux photovoltaïques sur les nouveaux magasins ou sur des ombrières, des bornes de rechange pour les voitures électriques qui seront gratuites pour les clients. Donc voilà, tout ça, c'est énormément de projets qui se lancent. C'est très dynamique. Il y a une vraie volonté d'aller de l'avant et de monter en gamme. Alors à la fois pour les produits dans les rayons, mais aussi au niveau bâtiment. Donc pour les ingénieurs, c'est passionnant. Alors justement, vous êtes ingénieur arts et métiers. Qu'est-ce qui fait que le profil d'un ingénieur arts et métiers corresponde à Lidl? Je pense que c'est le côté à l'ENSAM, on apprend un peu tout. Finalement, on a un profil qui est assez généraliste. Et Lidl, voilà, c'est le secteur de la grande distribution. Alors les ingénieurs n'ont pas forcément l'habitude d'y chercher de l'emploi quand ils sortent de l'école. C'est un secteur qui est assez nouveau et quand on arrive, on a forcément une phase d'apprentissage. Donc ce qu'ils apprécient beaucoup chez les ingénieurs ENSAM, c'est l'ouverture d'esprit. C'est cette capacité à s'intéresser à des choses nouvelles et cette capacité à apprendre aussi assez rapidement. Sébastien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Les relations sont tendues entre l'école et la Société des ingénieurs arts et métiers. Jacques Paccard, président de la société, a bien voulu répondre à nos questions. Écoutons un bref extrait de cet entretien exclusif. Alors, comment vous allez réagir et comment va finalement réagir la Société des ingénieurs arts et métiers? Nous avons décidé de suspendre temporairement la convention qui nous lie à l'école, signée le 23 septembre, comme je le décrivais tout à l'heure, le temps que la tutelle et l'établissement nous redéfinissent ou nous redisent s'ils souhaitent que les anciens élèves maintiennent leur engagement auprès de l'école. Nous verrons leur avis et nous agirons en conséquence. Mais en tout état de cause, nos relations avec les élèves que nous avons toujours valorisées et auxquelles nous tenons énormément seront non seulement maintenues, bien évidemment, mais nous avons l'intention de les renforcer. Petit tour en Picardie, plus précisément à Liancourt. La Fondation Arts et Métiers inaugurait son Fab Lab à la ferme de la Montagne, berceau historique de l'école. Reportage de Mathieu Maleskevitch. Nous avons été sollicités par Fabien Mador et Alain Pernoda pour fonder un Fab Lab au sein de la ferme des Arts et Métiers de Liancourt. Nous avons vu un intérêt majeur à implanter un Fab Lab puisque c'est un espace de convivialité qui correspond tout à fait avec l'esprit Gazar, d'une part, et d'autre part, qui nous oblige à rester vigilants et au courant des nouvelles technologies.
Alors pourquoi la création d'un Fab Lab? On a tendance à vivre sur notre vécu et nos connaissances. Le Fab Lab est pour nous l'opportunité de rester bien au fait des technologies modernes, en particulier tout ce qui est logiciel de dessin, création de fichiers pour pouvoir les importer dans des machines de fabrication et donc pouvoir entraîner des jeunes à fabriquer des choses et non plus à consommer uniquement. Et c'est ainsi que s'achève notre édition. L'équipe d'Agora Business vous remercie et vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, je vous conseille de lire le numéro d'Arts et Métiers Magazine de ce mois-ci, qui consacre son dossier sur l'eau à l'ère du numérique, tout un programme. Merci et au mois prochain.